Après avoir eu une liaison, mon mari ne m'a plus jamais touché. Pendant 18 ans, nous étions comme des étrangers, jusqu'à un bilan de santé après la retraite où ce que le médecin a dit m'a fait m'effondrer sur place. Après l'avoir trompé, mon mari ne m'a plus jamais touché. Pendant 18 ans, nous avons été des étrangers partageant la même maison. Ce n'est que lors d'un examen médical de routine, après mon départ à la retraite, qu'un médecin a dit quelque chose qui a fait s'effondrer mon monde, sur le champ. Docteur Evans, comment sont mes résultats? J'étais assise dans le calme stérile du bureau de la clinique, mes doigts entortillant inconsciemment la sangle de mon sac à main. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, projetant des rayures nettes sur les murs blancs. Le docteur Evans était une femme dans la cinquantaine, à l'allure bienveillante, avec des lunettes à monture dorée. À ce moment-là, elle fixait l'écran de son ordinateur, les sourcils froncés. Elle a levé les yeux vers moi, puis les a baissés, cliquant sur mon dossier électronique. Madame Miller, vous avez 58 ans cette année. Est-ce exact? Sa voix était douce, mais elle me crispa instantanément. Oui, je viens de prendre ma retraite. J'essayais de garder une voix stable. Quelque chose ne va pas? Avez-vous trouvé quelque chose? Le docteur Evans a marqué une pause de quelques secondes, puis m'a regardé avec une expression complexe. Suzanne, je dois vous poser une question plutôt personnelle. Est-ce que vous et votre mari avez maintenu une vie intime normale, au fil des années? Mon visage est devenu brûlant. La question était une aiguille, trouvant la blessure la plus secrète et la plus douloureuse de ces 18 dernières années. C'était absurde, vraiment. Michael et moi étions mariés depuis 30 ans, mais nous étions des étrangers depuis 18 d'entre elles. C'était l'été 2008. J'avais 40 ans, et lui aussi. Notre fils, Jake, venait de partir pour l'université. Soudain, la maison était vide. Pas un vide physique, mais un vide psychologique. Michael et moi étions des amours de jeunesse. Nous nous étions mariés juste après l'obtention de notre diplôme, tombant dans une vie confortable. Il était ingénieur dans une grande entreprise manufacturière, et j'enseignais l'anglais au lycée local. Notre vie était stable et calme, comme un verre d'eau tiède, sans vagues, mais sans passion non plus. Puis, quand j'ai eu 40 ans, j'ai rencontré Ethan. C'était le nouveau professeur d'art au lycée, 5 ans plus jeune que moi, avec de fines ridules qui se plissaient autour de ses yeux quand il souriait. Il gardait un vase de fleurs fraîches sur son bureau, fredonnait des airs que je ne reconnaissais pas en corrigeant des copies, et offrait son parapluie à quiconque était surpris par la pluie. Il me rappelait la fille que j'étais 20 ans plus tôt, celle qui pleurait sur un poème et rêvassait au clair de lune. Suzanne, que penses-tu de celui-ci? Un après-midi, Ethan est entré dans ma classe en tenant une aquarelle représentant une colline couverte de fleurs sauvages. C'est magnifique, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Alors c'est à toi. Il me l'a tendu. Je pense que tu es comme les fleurs sauvages de ce tableau. Calme, mais avec une force vitale qui t'est propre. C'était la phrase qui a déverrouillé une porte dans mon cœur, une porte que j'avais verrouillée depuis longtemps. Nous avons commencé à parler davantage dans la salle des professeurs, nous promenant dans le petit jardin de l'école, prenant un café dans un établissement voisin. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Le sentiment d'être vraiment vu, d'être admiré, était comme la pluie sur une terre desséchée. Michael a senti que quelque chose clochait. « Tu travailles tard souvent ces derniers temps », a-t-il dit un soir, depuis sa place habituelle sur le canapé. « Juste beaucoup à faire à l'école », ai-je répondu, évitant son regard alors que je me précipitais dans la chambre. Il n'a pas insisté, il est juste resté assis là, dans la lueur silencieuse de la télévision. Ce silence me faisait sentir coupable, mais il me rendait aussi plus audacieuse. Toute l'affaire a éclaté lors d'un week-end. J'avais dit à Michael que j'avais un atelier pédagogique, mais je m'étais arrangé pour aller faire des croquis avec Ethan à la campagne. Nous avons passé tout l'après-midi au bord d'un lac, à parler de poésie, d'art et de la vie. Alors que le crépuscule tombait, Ethan a soudainement pris ma main. « Suzanne, je... » Ces mots ont été coupés par une voix. « Maman. » J'ai tourné la tête brusquement. Jake se tenait à une courte distance, le visage pâle de fureur, et à côté de lui se tenait Michael. Le visage de mon mari était un masque vide, mais ses yeux étaient fixés sur moi. Mon esprit est devenu blanc. Il s'avérait que Jake était rentré de l'université pour le week-end, pour me faire une surprise.
Quand je n'avais pas répondu à mon téléphone, il avait demandé à Michael de le conduire à mes endroits habituels pour me trouver. Ils m'ont trouvé ici, près du lac, avec Ethan. À la maison, a été tout ce que Michael a dit, avant de se retourner et de marcher vers la voiture. Le trajet de retour a été d'un silence terrifiant. Jake était assis à l'arrière, irradiant la déception et la colère. C'était comme un couteau qu'on remuait dans mon cœur. Quand nous sommes rentrés, Michael a envoyé Jake dans sa chambre. Ensuite, il s'est assis sur le canapé du salon, a allumé une cigarette, et m'a regardé. Depuis combien de temps? Sa voix était calme, ce qui m'effrayait plus que des cris ne l'auraient fait. Je suis désolé. Je me suis agenouillé devant lui, les larmes coulant sur mon visage. J'avais tort. J'avais tellement tort. Je t'ai demandé depuis combien de temps, a-t-il répété. 3 mois, ai-je sangloté. Mais il ne s'est rien passé. Je te jure, nous avons juste parlé. Ça suffit. Il a écrasé sa cigarette et s'est levé. Suzanne, je te donne 2 choix. 1. Nous divorçons. Tu pars sans rien. 2. Nous restons mariés. Mais, à partir de ce jour, nous sommes colocataires, et non mari et femme. Je l'ai regardé, stupéfaite. Jake a toute la vie devant lui. Je ne veux pas que cela l'affecte, a-t-il continué, son ton aussi froid et détaché que s'il discutait d'une affaire commerciale. Et un divorce ne ferait pas bonne figure pour ton travail non plus. Donc, je te donne ce choix. Si tu n'es pas d'accord, nous divorcerons. Je suis d'accord. Je me suis entendu chuchoter, ma voix tremblante. Puis, tout s'est mis en place. Il est allé dans notre chambre, a rassemblé son oreiller et une couette, et les a jetés sur le canapé du salon. À partir de maintenant, je dors ici. Ta vie t'appartient, mais devant notre fils et devant tout le monde, tu agiras comme une épouse normale. Cette nuit-là, je suis resté allongé seul dans notre grand lit, l'écoutant se tourner et se retourner sur le canapé. Je m'étais attendu à ce qu'il crie, qu'il me frappe, qu'il exige des réponses. Mais il n'a fait aucune de ces choses. Il m'a simplement exclu de son monde. Pour la première fois, j'ai compris que certaines punitions étaient bien plus cruelles que le divorce. Le lendemain, Michael est allé travailler comme si de rien n'était. Je me suis fait porter pâle, incapable d'affronter Ethan. Je lui ai envoyé un seul SMS. Je suis désolé. On ne peut plus se voir. Il a répondu par un seul mot. D'accord. Et juste comme ça, mon aventure avec Ethan était terminée, mais mon mariage avec Michael l'était aussi. Dans les années qui ont suivi, nous avons maintenu une étrange paix froide. Il préparait le café le matin, mais ne m'adressait pas la parole. Il rentrait du travail à l'heure, mais disparaissait dans son bureau jusqu'à ce que je sois endormi, avant de sortir pour aller sur le canapé. Quand Jake est rentré pour les vacances de Noël, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le dîner, essayant d'avoir l'air joyeuse. Il m'a juste regardé et a dit, peu importe, avant de s'enfermer dans sa chambre. Ce Noël-là, l'atmosphère était polaire. Pendant le dîner, nous étions assis tous les 3 en silence, le seul son venant du film de vacances qui passait à la télé. Jake reprend de la dinde, ai-je dit, essayant d'en mettre dans son assiette. Il a retiré son assiette, la tête basse. Papa, comment ça se passe au cabinet, a-t-il demandé, de manière pointue, en m'ignorant. Bien, a répondu Michael sèchement. Bien. Jake a posé sa fourchette. Je n'ai plus faim. Je vais dans ma chambre. En regardant mon fils s'éloigner, les larmes ont recommencé à couler. Arrête de pleurer, a dit Michael d'un ton plat. Garde ton énergie. Nous devons aller chez ta mère demain. J'ai essuyé mes yeux. Une réalisation glaçante s'est abattue sur moi. C'était ma vie maintenant. Jouer à la famille heureuse pour le monde, et vivre comme des étrangers à la maison. Le temps a passé, figeant notre relation sur place. En 2011, Jake a obtenu son master et a pris un emploi à Chicago. La maison, maintenant vide de notre fils, semblait encore plus froide. J'ai essayé de réparer les choses. J'ai appris à cuisiner ses plats préférés, je lui ai acheté des cadeaux d'anniversaire attentionnés, et je l'attendais avec une collation quand il travaillait tard. Mais il restait un mur d'indifférence. Mes efforts rebondissaient sur lui.
Tu n'es pas obligé de faire ça, a-t-il dit froidement un soir. Nous jouons juste la comédie. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Mais je veux me rattraper auprès de toi, ai-je balbutié. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Il m'a coupé. Suzanne, je t'ai donné une porte de sortie respectable. Vis ta vie, et ne me fais pas regretter ma décision. À ce moment-là, j'ai enfin compris. Il ne me haïssait pas. Il avait juste enterré la haine si profondément, qu'elle s'était transformée en glace. En 2013, Jake a épousé une fille charmante et gentille nommée Sarah. Au mariage, Michael et moi nous tenions côte à côte, souriant et portant des toasts. Vos parents ont un mariage si merveilleux, a commenté un invité. Michael a passé son bras autour de mon épaule, son sourire parfaitement naturel. Je pouvais sentir sa main, aussi raide et froide qu'un rocher, contre mon dos. Plus tard, de retour dans la chambre d'hôtel, il a laissé tomber son bras à la seconde où la porte s'est refermée. C'était épuisant, n'est-ce pas, a-t-il dit avec un rictus méprisant. Oui, ça l'était, ai-je répondu, m'affaissant sur le bord du lit, sentant l'absurdité de tout cela. Michael, combien de temps devons-nous continuer comme ça? Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, a-t-il dit, enlevant sa veste de costume et s'allongeant sur le canapé. Je suis habitué. Ces deux mots, habitué, ont été comme un poignard dans mon cœur. En 2015, notre petit-fils Noah est né. Michael lui a donné son nom. Avec un petit enfant, nous avons trouvé quelques nouveaux sujets de conversation. Nous discutions des étapes importantes de Noah, choisissions des jouets pour lui, et rions ensemble pendant les appels vidéo. Noah, dit grand-mère, roucoulais-je devant l'écran du téléphone. Ce gamin ressemble exactement à Jake au même âge, a remarqué Michael à côté de moi un jour. C'était le premier commentaire personnel non sollicité qu'il me faisait depuis des années. Vraiment, ai-je demandé, tâtant le terrain. Est-ce que Jake était aussi souriant quand il était bébé? Ouais, a-t-il hoché la tête, puis n'a rien dit de plus. Pourtant, ce bref échange m'a donné une lueur d'espoir. Peut-être que le temps pouvait vraiment guérir. Peut-être que nous avions une chance. J'avais tort. Lors de Thanksgiving cette année-là, la famille de Jake est venue nous rendre visite. Pour une fois, l'ambiance était chaleureuse. Maman, papa, est-ce que vous allez bien tous les deux? Côté santé, a demandé Sarah avec une inquiétude sincère. Nous allons très bien, ai-je souri. C'est bien, a dit Sarah, regardant de l'un à l'autre. Honnêtement, je vous ai toujours admiré. Marié depuis si longtemps, et toujours si amoureux. Avant que je puisse répondre, Jake a claqué sa fourchette sur la table. Maman, arrête de jouer la comédie, a-t-il dit, la voix froide. Sarah ne sait pas, mais moi si. Vous n'êtes plus mari et femme depuis des années. Vous faites juste un spectacle pour tout le monde. L'air s'est figé. Jake, a dit Michael d'un ton d'avertissement bas. Papa, arrête-toi aussi. Jake s'est levé. J'ai 28 ans, je ne suis pas un enfant. Avez-vous une idée d'à quel point c'est étouffant de vous regarder vivre comme ça? Pensez-vous que je ne pouvais pas le voir? Sarah était horrifiée, tirant sur sa manche. De quoi parles-tu? Sarah, je suis désolé, a dit Jake, se tournant vers sa femme. Je t'ai caché ça. Le mariage de mes parents est une imposture. Ils sont restés ensemble pour les apparences. Jake. Je me suis levé, les larmes aux yeux. Maman, ne pleure pas. Sa voix s'est adoucie. Je sais que tu regrettes. Je sais que tu as essayé de te rattraper toutes ces années. Mais qu'en est-il de papa? A-t-il été heureux? Y as-tu seulement pensé? J'étais sans voix. Quel est l'intérêt de continuer comme ça, a demandé Jake, regardant de moi à Michael. Il vaudrait mieux juste divorcer et recommencer. Papa n'a que 47 ans. Tu n'as que 47 ans. Vous avez tous les deux encore beaucoup de vie à vivre. Ça suffit, a dit Michael, se levant de sa chaise. Mangez votre dîner. Ce repas de Thanksgiving s'est terminé en silence. Les mots de Jake ont planté une graine dans mon esprit. Il avait raison. Que faisions-nous à part nous torturer l'un l'autre? Mais j'avais trop peur de demander le divorce. J'étais terrifié à l'idée de perdre le peu qu'il me restait de ma famille, de Michael,
même si tout ce qu'il me donnait était de la froideur. En 2017, j'ai eu 50 ans. L'école a organisé une petite fête pour moi. Suzanne, comment se fait-il que ton mari ne soit pas là, a demandé l'une des jeunes enseignantes. Il est coincé au travail, ai-je menti avec un sourire, le cœur douloureux. La vérité était que Michael n'avait aucune idée que c'était mon anniversaire. Il n'avait pas reconnu mon anniversaire depuis des années. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, il y avait une assiette sur la table de la cuisine, avec 2 pancakes encore chauds. Mange, a dit Michael, émergeant de la cuisine. Pour ton anniversaire. J'ai fixé l'assiette. Mes préférés, au babeur avec des myrtilles. Les larmes ont commencé à tomber. Tu t'en es souvenu? Je me souviens juste de la date, a-t-il dit d'un ton plat. N'y vois pas trop de signification, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était la première chose qu'il cuisinait pour moi depuis une décennie. Michael, ai-je sangloté. Est-ce qu'il y a une chance pour nous? Il est resté silencieux pendant un long moment. Si longtemps, que j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Suzanne, certaines choses sont dans le passé pour une raison. Il s'est tourné et a marché vers son bureau. Ils vont refroidir si tu attends. Je me suis assise à la table et j'ai mangé jusqu'à la dernière bouchée de ces pancakes. Ils étaient salés, et je ne pouvais pas dire si cela venait de la pâte ou de mes larmes. Notre 30e anniversaire de mariage a eu lieu en 2018. J'ai qu'à insister pour fêter ça. 30 ans, c'est les noces de perles. Maman, c'est important. Il a réservé un bon restaurant. Au dîner, Sarah tenait Noah tandis que Jake levait son verre. À maman et papa, merci pour tout ce que vous avez fait ces 30 dernières années. Puissiez-vous toujours être aussi heureux ensemble. Michael et moi avons trinqué et bu. Jake, la vérité, c'est que ta mère et moi, a commencé Michael. Papa, je sais, l'a interrompu Jake. Mais peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, dans mon cœur, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Michael n'a pas dit un autre mot, il a juste bu son vin tranquillement. Cette nuit-là, de retour à la maison, nous étions allongés dans nos espaces séparés. Moi dans la chambre, lui sur le canapé, la porte entre nous étant une manifestation physique du mur entre nos mondes. Michael, ai-je appelé dans l'obscurité. Ouais. Sa voix venait du salon. 30 ans, ai-je dit, ma voix ténue. Est-ce que tu m'as détesté pendant 30 ans? Le silence s'est étiré. Je ne te déteste pas, a-t-il finalement dit. Je suis juste fatigué. Fatigué? Ce mot était plus déchirant que la haine. Je suis désolé, ai-je chuchoté, les larmes roulant sur mes tempes. Ne dis pas désolé. Sa voix était forte maintenant. Tout est dans le passé. Mais l'était-ce vraiment? La pandémie a frappé en 2020. Michael et moi étions tous les deux à la retraite, coincés à la maison ensemble. Nous nous sommes vus davantage pendant ces mois que pendant la décennie précédente. Nous cuisinions ensemble, regardions les nouvelles, suivions le nombre de cas. Pendant un moment, on avait presque l'impression d'être à nouveau un vrai couple. Mets ton masque, disait-il avant d'aller à l'épicerie. Je le regardais partir depuis l'embrasure de la porte, cette petite inquiétude quotidienne faisant mal à mon cœur, avec un espoir fragile. Peut-être que nous pourrions recommencer. J'avais tort. Un soir, j'ai préparé un dîner spécial et ouvert une bouteille de vin. C'est pour quelle occasion, a demandé Michael en s'asseyant. Aucune raison. J'avais juste envie de prendre un bon repas avec toi, ai-je dit en lui versant un verre. Il m'a jeté un coup d'œil, puis a pris une gorgée. Michael, j'ai pris une profonde inspiration. Est-ce qu'on peut essayer à nouveau, pour de vrai cette fois? Il a posé son verre et m'a regardé. Un sourire amer a touché ses lèvres. Essayer à nouveau, Suzanne. Penses-tu que c'est un jeu, où tu peux juste appuyer sur Reset? Je sais que j'ai eu tort. Tu as eu tort. Il m'a coupé. As-tu la moindre idée de ce qu'ont été ces 18 dernières années pour moi? Allongé sur ce canapé chaque nuit, à t'entendre respirer dans la pièce à côté, et à me demander pourquoi je me torturais comme ça. Alors pourquoi ne pas avoir divorcé, ai-je pleuré? Parce que je ne voulais pas blesser Jake.
Parce que je ne voulais pas être le sujet des commérages de la ville. Parce que je ne voulais pas que tu sois humilié à ton travail. Ses yeux étaient rouges. Mais toi, as-tu pensé une seule fois à ce que je ressentais? As-tu pensé à ce que ça faisait à mon cœur, de te voir avec cet homme? Je suis désolé. Je suis tellement désolé, était tout ce que je pouvais dire, encore et encore. Arrête de dire désolé. Il s'est levé. Gardons simplement les choses comme elles sont. C'est très bien. Cette nuit-là, j'ai jeté tout le repas, ainsi que mon dernier lambeau d'espoir. En 2024, Noah avait 9 ans. Jake et sa famille nous rendaient visite plusieurs fois par an. L'énergie du garçon insufflait de la vie dans notre maison silencieuse. Grand-mère, comment étiez-vous, toi et grand-père, quand vous étiez jeunes, a demandé Noah un jour, grimpant sur mes genoux. Quand nous étions jeunes. J'ai caressé ses cheveux. Oh, grand-père était très beau, et grand-mère était très jolie. Comment vous êtes-vous rencontrés? À l'université? J'ai souri. Grand-père a couru après grand-mère pendant très longtemps. Est-ce que grand-père aime toujours grand-mère maintenant? La question m'a prise au dépourvu. Bien sûr qu'il l'aime, ai-je dit avec un sourire forcé. Mais je ne pense pas que grand-père aime beaucoup grand-mère, a dit Noah, penchant la tête. Il ne te tient jamais la main, et vous ne dormez pas ensemble. Noah, a dit Sarah en s'approchant. Ne dis pas des choses comme ça. Je ne mens pas, a dit mon petit-fils. Les gens qui s'aiment se tiennent la main et se font des câlins. D'accord, c'est l'heure de faire tes devoirs, a dit Jake, tirant son fils au loin. Je me suis assise sur le canapé, mon cœur étant un espace vide. Même un enfant de 9 ans pouvait voir que notre mariage n'était pas normal. En 2025, j'ai eu 58 ans. Mon ancien district scolaire a organisé un bilan de santé pour les enseignants retraités. J'y suis allé pour un examen complet, analyse de sang, radio et échographie. Vous êtes en pleine forme, Madame Miller. L'infirmière a souri. Un peu anémique, peut-être. Mangez plus d'épinards. J'ai apporté mes résultats à la gynécologue, le docteur Evans. Elle a regardé mon dossier, les sourcils froncés. Suzanne, je dois vous poser une question plutôt personnelle, a-t-elle dit en levant les yeux. Est-ce que vous et votre mari avez maintenu une vie intime normale, au fil des années? La question a fait brûler mon visage. Est-ce que ça a un rapport avec mon examen? Oui, a dit le docteur Evans en montrant l'écran. D'après vos résultats, je vois quelques indicateurs anormaux. Si vous êtes à l'aise, pourriez-vous m'en dire plus? J'ai hésité, puis je lui ai dit la vérité. Mon mari et moi, nous n'avons pas eu de relations intimes depuis 18 ans. Le docteur Evans a semblé surprise, puis a soupiré. 18 ans? Elle a enlevé ses lunettes. Suzanne, avez-vous une idée de l'impact physique que cela peut avoir? Je ne sais pas. Un manque d'intimité à long terme peut entraîner des déséquilibres hormonaux, un système immunitaire affaibli, et même augmenter le risque de certaines maladies, a expliqué le docteur Evans doucement. Et d'un point de vue psychologique, cela a un impact significatif sur votre santé mentale. J'ai baissé les yeux vers mes mains, honteuse. Suzanne, puis-je demander pourquoi? Son ton était gentil. Est-ce un problème avec votre mari ou? C'est de ma faute, les jeux interrompus. Je lui ai fait du tort. Le docteur Evans m'a regardé avec pitié. Je vois. Elle a tapé quelques notes. Suzanne, je dois faire un examen plus détaillé. Avez-vous du temps aujourd'hui? Oui. Alors venez avec moi. Je l'ai suivie dans une salle d'examen, et je me suis allongé sur la table froide. Elle a déplacé un instrument sur mon abdomen, ses yeux fixés sur un moniteur. Soudain, elle s'est arrêtée. Suzanne, sa voix tremblait légèrement. Avez-vous déjà subi une chirurgie gynécologique par le passé? Non, jamais, ai-je dit, mon cœur commençant à battre la chamade. Pourquoi? Le docteur Evans n'a pas répondu, elle a juste continué l'examen. Après ce qui a semblé être une éternité, elle a posé l'instrument. Vous pouvez vous rhabiller. Parlons dans mon bureau. Une fois assise, elle m'a tendu un verre d'eau. Suzanne, je dois vous dire quelque chose, a-t-elle dit en prenant une profonde inspiration.
L'examen montre des preuves que vous avez subi une chirurgie de l'utérus. C'est impossible, me suis-je exclamé. Je n'ai jamais été opéré. Mais les résultats sont très clairs. Le docteur Evans a affiché les images. Vous voyez ceci, ici? C'est un tissu cicatriciel distinct. Elle a marqué une pause, son expression devenant encore plus sérieuse. Et ma gorge était serrée. Et d'après l'emplacement et la formation de la cicatrice, cette chirurgie a probablement été pratiquée il y a de très nombreuses années. Elle m'a regardé intensément. Suzanne, êtes-vous absolument sûre de n'avoir aucun souvenir de cela? Mon esprit était un flou chaotique. Une chirurgie? Quelle chirurgie? Quand? Est-ce que ça pourrait être une erreur? Je me suis accroché à la dernière paille d'espoir. Non. Le docteur Evans a secoué la tête. L'imagerie est trop claire. Ce n'est pas une erreur. Suzanne, je vous suggère de rentrer chez vous et de réfléchir très attentivement, ou peut-être de demander à un membre de votre famille. Je suis sorti de l'hôpital dans un état second, les mots du médecin résonnant dans ma tête. Chirurgie, tissu cicatriciel. Il y a de nombreuses années. Soudain, une pensée a percé le brouillard. En 2008, après Ethan, j'avais traversé une période d'anxiété sévère. Je ne pouvais pas dormir, et je prenais des somnifères. Je me suis souvenu m'être réveillé un matin avec une douleur sourde dans le bas-ventre. J'avais mis ça sur le compte de crampes. Est-ce que ça pourrait être? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai hélé un taxi et je me suis précipité chez moi. Michael était dans le salon, lisant le journal. « Tu es rentré ?» a-t-il dit sans lever les yeux. Michael, je me suis tenu devant lui. Je dois te demander quelque chose, et tu dois me dire la vérité. Il a finalement levé les yeux, le front plissé par mon expression. Qu'est-ce qu'il y a? En 2008, est-ce que j'ai été opéré? La couleur a quitté son visage. Il s'est levé d'un bond, le journal tombant au sol. Mon cœur a coulé comme une pierre. C'était donc vrai. J'avais subi une opération, et je ne le savais même pas. Quel genre d'opération était-ce? Ma voix tremblait. Pourquoi je ne me souviens de rien? Michael m'a tourné le dos, ses épaules tremblant comme s'il réprimait une grande force. Veux-tu vraiment savoir? Sa voix était basse. Dis-le-moi, ai-je presque crié. Il est resté silencieux un long moment. Juste au moment où j'allais redemander, il s'est retourné, les yeux rougis et à vif. Cette année-là, après que j'ai découvert ta liaison, une nuit, tu as pris trop de somnifères. Sa voix tremblait. Je t'ai emmené d'urgence à l'hôpital pour un lavage d'estomac. Pendant qu'il t'examinait, le médecin a découvert que tu étais enceinte. Mon cerveau a bourdonné et la pièce a basculé. Enceinte? J'étais enceinte. De qui? De qui était le bébé? Je pouvais à peine formuler la question. Michael a eu un rire brisé et amer. Le médecin a dit que tu en étais à 3 mois. Ses propres larmes sont finalement tombées. Suzanne, fais le calcul. Nous ne nous étions pas touchés depuis 6 mois à ce moment-là. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le canapé. 3 mois. Pas d'intimité depuis 6 mois. Le bébé était d'Ethan. J'étais vraiment enceinte. Je ne pouvais toujours pas y croire. Et le bébé? Qu'est-il arrivé au bébé? Michael a fermé les yeux, des larmes traçant un chemin sur ses joues. J'ai demandé au médecin de pratiquer un avortement. Sa voix semblait être traînée hors de l'enfer. Pendant que tu étais inconsciente, j'ai signé le formulaire de consentement. Je leur ai fait enlever l'enfant. Mon esprit était un vide blanc. J'avais porté l'enfant d'Ethan, et Michael avait mis fin à la grossesse pendant que j'étais évanoui. Comment as-tu pu? Ai-je chuchoté. Comment j'ai pu? Michael a soudainement rugi. Tu as le culot de me demander comment j'ai pu? Suzanne, tu portais l'enfant d'un autre homme. Que étais-je censé faire? Te laisser lui donner naissance? Laisser le monde entier savoir que ma femme m'avait trompé, et qu'elle avait le bébé d'un autre homme. Ces mots étaient des couteaux qui me poignardaient. Mais c'était une vie. Une vie? Michael a ricané.
Quand tu me trompais, as-tu jamais pensé à la vie de notre famille? Quand tu étais avec lui, as-tu jamais pensé que Jake avait besoin d'un foyer complet et heureux? Je n'avais aucune réponse. Il avait raison. Tout était de ma faute. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ai-je sangloté. Pourquoi me l'avoir caché? Te le dire? Michael a essuyé ses larmes. Te dire quoi? Pour que tu te sentes coupable? Pour te faire souffrir? Ou pour que tu me détestes encore plus? Je ne te détesterai pas. Tu le ferais. Il m'a coupé. Tu me détesterais pour t'avoir enlevé ton droit d'être mère. Tu me détesterais pour avoir fait ce choix pendant que tu étais inconsciente. Alors, j'ai choisi de ne pas te le dire. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. Je pensais que ce secret serait enterré avec le temps. Mais je sais maintenant, ai-je crié, m'effondrant. Je sais. Tu comprends? Je sais. Michael m'a regardé, son expression étant un mélange déchirant de douleur et d'épuisement. Oui, tu sais. Sa voix est tombée dans un murmure. Alors, quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux faire? Veux-tu me détester? Ou veux-tu me pardonner? Il s'est approché, sa voix montant à chaque mot. Ou peut-être veux-tu aller trouver cet homme, et lui dire que tu as eu son enfant? Non, Suzanne. Certaines choses sont dans le passé pour une raison. Michael s'est détourné. Fais juste semblant de ne pas savoir. On peut continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas, ai-je hurlé. Je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Alors que veux-tu? Il s'est retourné brusquement. Un divorce? Bien. Allons-y tout de suite et déposons les papiers. Je me suis figé. Un divorce? Était-ce vraiment la fin? Juste à ce moment-là, le téléphone de Michael a sonné. Il a répondu et son visage a changé instantanément. Quoi? Jake a eu un accident. Mon cœur s'est serré. D'accord, on arrive. Il a raccroché et m'a regardé, le visage cendré. Jake a eu un accident de voiture. Il est au bloc opératoire à l'hôpital. Mon esprit est devenu blanc. Plus rien d'autre ne comptait. Je me suis précipité derrière Michael alors qu'il sortait en courant. Sur le chemin de l'hôpital, Michael agrippait le volant, les jointures blanches. Il va s'en sortir, ai-je dit, ma voix tremblante. Jake va s'en sortir. Michael n'a pas répondu, il a juste appuyé plus fort sur l'accélérateur. À l'hôpital, Sarah se tenait devant les urgences en tenant Noah, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Maman. Papa. Elle a sangloté en nous voyant. Jake. Il a été percuté par une voiture en sauvant un petit enfant qui courait dans la rue. Mes genoux ont flanché et j'ai failli tomber. Michael m'a rattrapé, puis a marché vers le chirurgien. Docteur, comment va mon fils? Le médecin a baissé son masque, le visage grave. Le patient est gravement blessé. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Il a marqué une pause. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire. Il a perdu beaucoup de sang, et a besoin d'une transfusion immédiate. Il a un groupe sanguin rare et notre stock est bas. Groupe sanguin rare? Michael l'a fixé. Quel groupe? Type B négatif, a dit le médecin. C'est très peu commun. Est-ce que quelqu'un dans la famille a ce groupe? Un don direct serait le plus rapide. Michael et moi nous sommes regardés. Je suis au positif, a dit Michael. Je suis au positif, aussi, ai-je balbutié. Alors le groupe sanguin du patient devrait être. Le médecin a feuilleté le dossier, puis s'est arrêté. Attendez une minute. Génétiquement, si les deux parents sont de groupe O, il est impossible que leur enfant soit de groupe B, l'air dans le couloir s'est transformé en glace. J'ai regardé Michael. Son visage était d'une blancheur mortelle. Êtes-vous tous les deux certains d'être de type O, a demandé le médecin, confus. Certain. La voix de Michael était à peine un murmure. Le médecin a froncé les sourcils, sur le point de dire autre chose, quand les portes de la salle d'opération se sont ouvertes violemment. Nous avons besoin d'un membre de la famille, a crié une infirmière d'urgence. Le patient est critique. Nous devons lui donner du sang maintenant.
Je vais recontacter la banque de sang, a dit le chirurgien, se tournant pour partir. Attendez. Sarah a soudainement pris la parole. Je suis B négatif. Prenez le mien. Le médecin s'est arrêté, puis a hoché la tête. D'accord. On vous prépare immédiatement. Venez avec moi. Sarah a suivi le médecin, laissant Noah avec moi. Je tenais mon petit-fils, mon corps entier engourdi. Michael restait figé dans le couloir, les yeux verrouillés sur les portes du bloc opératoire. Michael, je suis allé à ses côtés. Ne parle pas. Sa voix était plus froide que la glace. Pas tant que Jake n'est pas sorti de l'opération. 2 heures plus tard, la lumière au-dessus du bloc s'est enfin éteinte. Le chirurgien a émergé, retirant son masque. L'opération a été un succès. Il est stable pour l'instant, a-t-il dit, mais il devra être surveillé aux soins intensifs. Nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif. Sarah, pâle d'avoir donné son sang, est sortie et a demandé faiblement, « Comment va Jake ?» « Il va bien. » Je l'ai serré dans mes bras. « Merci, Sarah. » Jake a été transféré aux soins intensifs. Nous ne pouvions le voir qu'à travers la vitre, allongé pâle et immobile, relié à un enchevêtrement de tubes et de fils. Jake, ai-je chuchoté, les larmes brouillant ma vision. Michael se tenait à côté de moi, silencieux comme une statue. Cette nuit-là, Sarah a ramené Noah à la maison pour se reposer. Le couloir de l'hôpital était vide, à l'exception de moi et Michael. Suzanne, a-t-il finalement parlé, sa voix remplie d'un désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. Dis-moi, est-ce que Jake est mon fils? Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Le médecin l'a dit. Nous sommes tous les deux de type O. Jake ne peut pas être de type B, il s'est tourné pour me faire face, les yeux pleins d'angoisse. Alors, je te le demande, est-ce que Jake est mon fils biologique? Bien sûr qu'il l'est, ai-je dit frénétiquement. Bien sûr que c'est ton fils. Alors explique le groupe sanguin. Je ne sais pas. Mon esprit s'emballait. Peut-être que l'hôpital a fait une erreur. Peut-être que c'est une mutation génétique. Tu crois vraiment ça? Michael a laissé échapper un rire froid. Suzanne, quand tu m'as trompé, Jake était déjà à l'université. Donc, s'il n'est pas mon fils, ça veut dire que tu m'as menti dès le tout début, depuis 30 ans. Non. J'ai attrapé son bras. Ce n'est pas vrai, Michael. Tu dois me croire. Te croire? Il a repoussé ma main. Comment puis-je te croire? Tu ne savais même pas que tu étais enceinte de l'enfant d'un autre homme. Comment suis-je censé te croire maintenant? Mais Jake est ton fils, ai-je sangloté. Regarde-le. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Comme moi. Les propres larmes de Michael sont tombées. Suzanne, sais-tu quelle a été ma plus grande fierté ces 30 dernières années? Avoir un fils comme Jake. Et maintenant, tu me dis qu'il pourrait ne même pas être le mien. Il l'est. Il doit l'être. Juste à ce moment-là, la porte des soins intensifs s'est ouverte. Un médecin est sorti. Le patient est réveillé. Il demande à vous voir. Nous nous sommes précipités à l'intérieur. Jake était allongé sur le lit, nous regardant faiblement. Papa. Maman. Sa voix était faible. Jake. J'ai serré sa main. Comment te sens-tu? Ça va. Il a regardé Michael, les yeux suppliants. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Michael s'est approché du chevet, ses propres yeux rouges. Qu'est-ce qu'il y a, fils? Jake a pris une respiration tremblante, puis a rassemblé toutes ses forces pour dire une phrase. Papa, j'ai toujours su que je n'étais pas ton vrai fils. Les mots du médecin avaient fait s'effondrer mon monde, mais ceci était le coup de grâce écrasant. Je me tenais dans la chambre d'hôpital, regardant le visage pâle de Jake, entendant les mots qu'il avait forcé à sortir. Le monde s'est brisé et reformé en quelque chose que je ne reconnaissais plus. Papa, j'ai toujours su que je n'étais pas ton vrai fils. Après l'avoir dit, Jake a fermé les yeux, épuisé. Le bip régulier du moniteur cardiaque était le seul son, un rythme funèbre dans la pièce silencieuse. Michael a trébuché en arrière,
heurtant le mur. Son visage était blanc comme un fantôme sous les lumières fluorescentes, ses lèvres bougeant mais ne produisant aucun son. J'ai regardé l'homme avec qui j'avais vécu pendant 30 ans. J'étais habitué à sa froideur, au mur qu'il avait construit entre nous. Mais maintenant, voyant chaque ligne de son visage gravé par le choc et un désespoir absolu, j'ai enfin compris le cœur fragile qui s'était caché derrière ce mur. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? A finalement réussi à articuler Michael, sa voix rauque et méconnaissable. Une infirmière, sentant la tension, a dit doucement, le patient a besoin de repos. Peut-être devriez-vous sortir. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais figé sur place. Jake a rouvert les yeux, fixant les dalles du plafond. Sa voix était aussi légère qu'une plume. Ma dernière année de lycée. Je nettoyais le bureau. J'ai trouvé tes vieux dossiers médicaux. Mon acte de naissance. Mon groupe sanguin était indiqué comme B négatif, mais le bilan de santé de l'école disait que j'étais B positif. Mon esprit a bourdonné. Je me souvenais de ce bilan de santé. Jake était rentré à la maison l'air pâle. Je lui avais demandé ce qui n'allait pas, et il avait juste dit qu'il couvait un rhume. C'était en 2006. Il avait 17 ans. J'ai secrètement fait faire un test de paternité, a chuchoté Jake, une larme unique traçant un chemin le long de sa tempe. Les résultats. La probabilité de paternité était inférieure à 0,1%. Donc, papa, je ne suis pas ton fils. Les jambes de Michael ont cédé et il s'est effondré sur une chaise voisine. Il a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment. C'était la première fois en 18 ans que je le voyais vraiment craquer, non pas avec des larmes silencieuses, mais avec des sanglots réprimés et déchirants. Ce son était plus douloureux pour moi que n'importe quelle accusation. Qui? Il a levé la tête, les yeux injectés de sang, me clouant sur place avec un regard fixe. Qui était-ce? J'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Qui? Je ne sais pas, ai-je balbutié. Je ne sais vraiment pas. Avant Michael, j'avais eu un petit ami à l'université, mais nous avions rompu 6 mois avant le mariage. Après notre mariage, j'avais toujours été fidèle jusqu'à Ethan. Mais c'était 20 ans après le début du mariage. Il n'y avait aucun moyen que Jake soit le fils d'Ethan, ce qui ne laissait qu'une seule possibilité. Michael, ai-je commencé, chaque mot étant un éclat de verre dans ma gorge. Avant le mariage. Je me souviens maintenant. Mon enterrement de vie de jeune fille. J'ai trop bu. Les souvenirs sont flous. Un visage que j'avais presque complètement oublié a fait surface. Mark Peterson, le meilleur ami de Michael, notre témoin. La semaine avant notre mariage, il était parti en Europe pour un travail. Nous n'avions plus jamais entendu parler de lui. Nous nous étions à peine parlé. Michael s'est levé d'un bond, ses yeux passant du désespoir à une clarté terrifiante, puis à une pure rage. Mark. Il a craché le nom comme du poison. C'était lui, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas le nier. La chronologie correspondait, le groupe sanguin correspondait. Mark était B négatif. Je l'avais entendu à une fête, il y a longtemps. Vous deux, la voix de Michael tremblait. Avant mon mariage, dans ma propre maison. J'étais ivre, ai-je pleuré, m'effondrant. La nuit avant la répétition du mariage, j'étais tellement nerveuse. J'ai trop bu. Il m'a ramené à la maison. Je ne m'en souviens pas. Je te jure, je pensais que c'était juste un mauvais rêve. Alors, tu m'as épousé en portant l'enfant d'un autre homme. Michael a ri. Un son brut, horrifiant. 28 ans, Suzanne. Tu m'as menti pendant 28 ans. J'ai élevé le fils de mon meilleur ami. J'ai fait de lui ma fierté et ma joie. Je lui ai tout donné. Tu as fait de moi la plus grande blague du monde. Je ne savais pas. Je suis tombé à genoux, agrippant son pantalon. Michael, je te jure que je ne savais pas. Mes règles ont toujours été irrégulières. Je pensais juste que c'était un retard. Si j'avais su, je n'aurais jamais. Tu n'aurais jamais quoi? Il m'a regardé de haut, ses yeux aussi froids qu'un lac gelé. Tu ne m'aurais jamais épousé, ou tu ne l'aurais jamais eu. J'ai été réduite au silence. Qu'aurais-je fait si j'avais su à l'époque? Je n'en avais aucune idée. À cette époque,
être une mère célibataire était une honte profonde. Et Michael, il était si bon avec moi, si sincère. Sors. Michael m'a tourné le dos. Je ne veux pas te voir. Michael. Sors, a-t-il rugi, sa voix se brisant sous une rage qui avait été réprimée toute une vie. Je me suis levé en titubant et je suis sorti des soins intensifs en trébuchant. Le couloir était vide, baigné dans la lumière crue et stérile de l'hôpital. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai glissé jusqu'au sol, enfouissant mon visage dans mes genoux. Pendant 30 ans, j'avais cru que ma liaison d'il y a 18 ans était le plus grand péché de ma vie, une dette que je passerais mes années restantes à rembourser. Mais maintenant, je savais que ce n'était qu'une réplique sismique, un écho cruel et ironique. Le péché originel avait été commis avant même que l'histoire ne commence, avant que la marche nuptiale ne joue. Et moi, la pécheresse, j'avais vécu dans une heureuse ignorance, volant 28 ans de la vie de Michael. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là avant que quelqu'un ne s'assoie à côté de moi. C'était Sarah. Elle a doucement passé un bras autour de mes épaules. Maman. Jake m'a tout dit. Sa voix était douce. Il a dit que peu importe ce que dit le test sanguin, tu seras toujours sa seule mère, et papa sera toujours son seul père. J'ai levé les yeux vers son visage jeune et triste. Sarah, tu ne me détestes pas? Sarah a secoué la tête. La haine ne changera rien. Jake a besoin de vous deux. Noah a besoin de ses grands-parents. Maman, certaines choses ne peuvent pas être défaites, mais nous pouvons toujours choisir comment nous affrontons l'avenir. Ces mots étaient une bouée de sauvetage, mais je ne pouvais pas les saisir. Le méritais-je? Avais-je encore le droit d'être la mère de Jake? D'être la grand-mère de Noah? 2 jours plus tard, Jake a été transféré dans une chambre normale. Michael est resté à ses côtés constamment. Il ne parlait à personne sauf si c'était absolument nécessaire. Surtout pas à moi. Il me regardait comme si j'étais une étrangère. Non, pire qu'une étrangère. Comme si j'étais la personne qui avait trahi son monde entier. J'apportais des repas et des vêtements propres à l'hôpital tous les jours, mais je ne faisais que m'attarder à l'extérieur de la chambre, regardant parfois à travers la petite fenêtre en verre. Je voyais Michael assis près du lit, tenant la main de Jake, tous les deux parlant à voix basse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais voir les larmes sur le visage de Jake, et les yeux rougis de Michael alors qu'il essayait de rester calme. C'était une scène magnifique et déchirante, un père et un fils dont le lien était plus profond que le sang. Et j'étais celle qui avait failli tout détruire. Une semaine plus tard, Jake est sorti de l'hôpital. Nous ne sommes pas retournés chez nous. Nous sommes allés chez Jake et Sarah, à Chicago. Ils ont donné la chambre principale à Jake pour qu'il se rétablisse, tandis que Michael et moi avons été installés dans la chambre d'amis. Nous étions sous le même toit, mais à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Cette nuit-là, j'ai entendu un bruit sur le balcon. J'ai poussé la porte coulissante pour voir Michael debout là, une cigarette rougeoyant dans sa main, regardant les lumières de la ville. Il avait arrêté de fumer il y a plus de 10 ans. Michael, ai-je dit doucement. Il ne s'est pas retourné, il a juste pris une longue bouffée de sa cigarette et a expiré lentement. Suzanne, j'ai réfléchi. Sa voix était d'un calme énervant. Je voulais te haïr. Je voulais te tuer. Je voulais tout brûler et en finir. Mon cœur s'est serré en un œil étroit. Mais Jake m'a dit. Il s'est retourné, la braise de la cigarette illuminant son visage dans l'obscurité. Papa, ces 28 dernières années, l'amour que tu m'as donné était réel. Et l'amour que je t'ai donné était réel. Ça suffit. Le vent du début de l'hiver soufflait et je me suis serré contre moi-même pour me protéger du froid, attendant ma sentence. Alors, j'ai décidé de te laisser partir, a dit Michael, écrasant la cigarette contre la rambarde. Et de me laisser partir aussi. Est-ce qu'on peut? J'ai balbutié. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Revenir en arrière? Il a ri, un son creusé par l'épuisement. Chaque jour de notre passé a été construit sur un mensonge. Il n'y a pas de retour en arrière, Suzanne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Michael est resté silencieux pendant un long moment. Au loin, un klaxon de train a retenti, un son long et solitaire. Jake a besoin de temps pour guérir. Noah est encore jeune. Il a besoin d'une famille complète, a-t-il dit lentement.
Alors, nous continuerons à jouer la comédie, exactement comme nous l'avons fait ces 18 dernières années. En public, nous sommes un couple aimant. Nous sommes les parents de Jake. Nous sommes les grands-parents de Noah. Et à la maison, ai-je demandé, ma voix tremblante. Il m'a regardé, ses yeux vides. À la maison, nous sommes des colocataires, juste des colocataires. Cette fois, pour de vrai. Il s'est retourné et est rentré à l'intérieur, me laissant seul sur le balcon froid. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis souvenu qu'il avait dit ces mêmes mots il y a 18 ans. Je réalisais maintenant que ce n'était pas le pire résultat possible. Le pire résultat était celui-ci, où même la haine était un luxe remplacé par les mouvements mécaniques et fatigués d'un partenariat. Mais cette fois, je n'avais aucun droit de me plaindre. Je n'avais même pas le droit de me sentir triste. Je méritais ça. Les jours ont passé. Jake s'est rétabli lentement et a commencé à travailler depuis la maison. Noah courait de l'école à la maison, d'abord dans les bras de son grand-père, puis dans les miens. Le son de son rire innocent était la seule chose vraiment chaleureuse dans cette maison. Michael était poli et distant. Il disait merci et excusez-moi. Si je toussais, il me passait silencieusement un verre d'eau, mais il n'y avait plus de contact visuel, plus de mots inutiles. Nous étions deux robots programmés pour jouer parfaitement les rôles d'un couple heureux et de grands-parents attentionnés. Parfois, tard dans la nuit, j'entendais une toux étouffée venant de son côté de la pièce, ou un lourd soupir. Je restais allongé dans l'obscurité à l'imaginer, l'homme qui avait été fier toute sa vie, maintenant forcé d'avaler cette immense humiliation et cette douleur en privé, chaque nuit. Et je n'avais même pas le droit de frapper à sa porte et de dire que j'étais désolé. Noël est arrivé et nous sommes retournés dans notre ville natale. Les amis et la famille se sont réunis et la maison était pleine de bruit et de rire. Michael et Suzanne, vous deux êtes toujours si amoureux, a dit ma cousine avec nostalgie. 30 ans et vous avez l'air aussi heureux que de jeunes mariés. Michael a souri et a passé son bras autour de mon épaule, un geste si rodé qu'il semblait complètement naturel. Ouais, a-t-il dit. C'est la bonne pour moi. Je me suis appuyé contre lui, sentant la légère odeur familière de tabac sur sa chemise. Il avait recommencé à fumer. Son bras était fort et stable, mais je savais que cette force n'était pas là pour me tenir. Elle était là pour soutenir un monde qui était sur le point de se briser. Au dîner de Noël, Jake s'est levé pour porter un toast. Maman, papa, merci pour tout ce que vous avez fait pour cette famille. Il nous a regardés, les yeux brillants. Je vous aime. Michael a levé son verre et l'a vidé d'un trait. J'ai pris une gorgée de mon vin. Il m'a brûlé la gorge et j'ai commencé à tousser. Michael m'a doucement tapoté le dos. Le geste était tendre, mais ses yeux regardaient quelque part très loin. À ce moment-là, j'ai compris. Certaines punitions ne sont pas des disputes bruyantes ou des regards froids. Ce sont une distance douce. Il était juste à côté de moi, mais il était déjà à 1 million de kilomètres. Après les vacances, nous sommes retournés à Chicago. La vie a continué sur son chemin apparemment paisible jusqu'à un après-midi de mars. Michael m'a appelé dans le bureau. Suzanne, assieds-toi. Il faut qu'on parle. Je me suis assise, mon cœur battant d'anxiété. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, projetant des ombres tachetées sur son visage. J'ai réservé un vol pour l'Oregon pour la semaine prochaine, a-t-il dit calmement. Tout seul? Mon estomac s'est noué. Pour combien de temps? Je ne sais pas. 1 mois, peut-être plus. Il m'a regardé, son expression illisible. J'ai besoin d'un peu de temps pour être seul, pour réfléchir. Et la famille? Jake va bien maintenant. Sarah est là pour Noah. Il a marqué une pause. Prends soin de toi. Je savais que c'était son adieu. Pas un divorce, pas une rupture définitive, mais une évasion longue et lente. Depuis le moment où il avait appris la vérité, il était en fuite. Michael, j'ai trouvé le courage de dire, l'arrêtant alors qu'il se tournait pour partir. Si le temps pouvait revenir à la nuit avant le mariage, je voudrais. Ne dis pas si, m'a-t-il coupé, sa voix lasse. Ces 30 dernières années, tu as dit si trop de fois. Mais le temps ne fait qu'avancer. Les erreurs que nous avons commises, les blessures que nous avons causées,
elles sont gravées dans nos os maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les porter et continuer à marcher. Il a atteint la porte, puis s'est arrêté, me tournant toujours le dos. Quand je reviendrai, nous parlerons de la suite. La porte s'est refermée doucement. Je suis resté assise dans le bureau, regardant la journée de printemps lumineuse, les larmes tombant silencieusement. Je ne savais pas s'il reviendrait un jour, ou de quel genre de suite il parlait. Mais cette fois, je ne priais pas pour le pardon. Je n'espérais pas revenir en arrière. Il y a 18 ans, je pensais que la pire punition était qu'il ne me touche plus, que nous soyons des étrangers sous le même toit. Maintenant, je comprenais enfin que ce n'était que le prélude. La vraie punition était la vérité venant à la lumière, et le mur infranchissable qu'elle avait construit entre nous. De chaque côté de ce mur se tenaient deux personnes, irrévocablement changées par le temps et les mensonges. Et je passerai chaque jour du reste de ma vie à payer une dette, que j'ai contractée il y a 30 ans. Que notre fin soit celle-ci ou une autre, voici la fin de mon histoire.